Salut, donc c'est le docteur Sikora, je suis psychiatre et Salut, c'est le docteur Rupertus, je suis psychiatre aussi. elle est encore en train de bouffer. Pardon. Pour ceux qui connaissent pas, il y a le Carlat qui m'a autorisé à faire la retranscription de leur podcast. C'est important le Carlat parce que ça a été fondé par Daniel Carlat en 2003, sauf erreur, et il faisait à la base de la recherche. Et c'était de la recherche payée par les labos. Et en fait, quand tu es psychiatre et que tu fais de la recherche payée par les labos, t'es le pion, t'es la bitch du labo. Et le labo te dit, tu fais de la recherche sur ça, et toi, tu fais de la recherche sur ça. Toi, c'est pas toi qui monte tes projets de recherche, c'est toi qui fais. Et du coup, il faisait ça, et à un moment, je me suis dit, putain, la vache, c'est tellement corrompu, ce truc, que je laisse tomber. Et donc, il a fondé son journal de psychiatrie, qui ne reçoit de l'argent que par ses lecteurs. Donc il n'y a pas de pub et il n'y a pas de lien d'intérêt financier direct avec les labos. Et donc c'est la médecine telle qu'elle devrait être, quoi. Donc des fois il y a des liens d'intérêt qui sont cachés, on est d'accord. Mais mine de rien, c'est mieux que ce que c'est actuellement. Et donc si tu t'abonnes à son truc, c'est quoi, 150 balles, 200 euros par an. Et tu as des points de formation médicale continue qui viennent une fois que tu as lu les articles à la fin. Et donc, c'est nickel chrome. Donc, ils ont fait la version en podcast et je l'ai traduit. Donc, vous n'avez pas de points continus parce qu'on n'a pas ça en France. Mais pour ceux que ça intéresse, ça nous prend un peu de temps. Ça gave ma femme. Mais c'est, à mon avis, le minimum syndical. Donc, c'est sur le Substack. Et aussi, l'info, c'est que je fais une pétition alors on va voir si ça marche. Moi, franchement, je pense que ça peut marcher. Et je crois pas une seule si seconde. ça marche pas, je pense que je laisserai tout tomber, j'en aurais plus rien à foutre. Et j'irai faire, je sais pas quoi, mais tu vois, enfin, si les gens, en gros, c'est une pétition, et c'est quand même pas déconnant, c'est juste pour que la formation médicale continue devienne, obligatoire, et avec les données internationales. Et par obligatoire, on entend obligatoire et contraignante. Obligatoire, genre, si tu dépasses, tu vois, si tu te gares devant chez les flics, alors qu'il y a marqué ne pas stationner, ben, tu perds ta voiture, et du coup, les gens ne se garent pas. Genre, ma femme, si je reviens bourré tous les soirs, et ben, c'est interdit, et du coup, si je le fais, elle me quitte, tu vois, Genre, le vrai truc obligatoire. Parce que là, c'est obligatoire dans les textes. Donc, ça fait encore des espèces de textes qui servent à rien. Mais les chiffres, c'est qu'il y a plus de 80% des médecins qui ne le font pas. Et dans ceux qui le font, il y en a qui ne font pas suffisamment. Donc, c'est un peu une catastrophe. Je crois que c'est 77% qui ne le font pas. Je sais pas quoi. Donc, c'est un peu un désastre. Pas du tout, tu vois. Genre, ils sont pas du tout. Et en fait, on est le seul pays au monde qui fait ça. Donc là, le côté obligatoire, c'est juste... Tu fais tes points continus et si tu les as pas, le seul pays au monde qui dépend. les seuls pays au monde qui dépensent notre pognon là-dedans, mais qui demandent aucune surveillance, machin. Et donc en fait, le côté obligatoire, c'est si tu as pas tes points, tu peux pas exercer. Voilà, c'est quand même très simple et c'est déjà dans la loi, c'est déjà dans le code de déontologie, c'est déjà dans le serment qu'on prend. Et donc, en fait, les médecins ne peuvent pas se plaindre de ça parce que c'est déjà là. Enfin, je veux dire, tu peux pas avoir des médecins qui font un manifesto en disant, ouais, c'est pas normal, on n'est pas obligé de se former. Non, ça marchera pas. Alors que, si tu essayes de contrôler des médecins par des gros demeurés administratifs qui comprennent que dalle, genre, au hasard, la Sécu, eh ben, tu peux avoir des médecins qui disent, ouais, je refuse que la Sécu, et là, ils ont raison. Donc, en fait, c'est non seulement simple à appliquer, mais c'est pas opposable, tu vois, tu peux juste pas avoir de médecins qui disent non. Donc, vraiment, dans les autres pays, ça marche comme ça. Il y a le board de psychiatrie. Bonjour. Où est-ce que vous en êtes dans vos points? C'est bon, vous pouvez continuer. Ah, il vous manque des points, vous faites ça, sinon vous prescrivez pas. Merci, bon courage. Tout le monde le fait, ça marche très bien, on n'en parle plus. Et par contre, on insiste, on parle pas de la formation médicale continue qui est à l'heure actuelle. Voilà, on parle pas du DPC. Discutable. On parle pas du DPC parce que moi je reçois des propositions de formation médicale continue et le niveau est à se foutre en l'air. Honnêtement, c'est genre le DSM. Tu vois, en France, c'est ça, c'est le niveau est super bas et du coup le DSM et l'HAS font référence. Donc c'est honnêtement se fracasser le crâne contre les murs. Et du coup, il y a même pas besoin de dire ouais mais qui va faire les points continus. En fait, non.
les points de formation médicale continue internationaux, les crédits CME, Continuing Medical Education, ils sont déjà disponibles. Il y en a déjà plein. Il y a plein de trucs et tu n'as besoin de rien. Ça te coûte 0 centime. Alors, je mettrai un bémol auquel je viens de penser. Oui, c'est en anglais. C'est en anglais. C'est en anglais. C'est en anglais. Et du coup, il faudra peut-être qu'il y ait un organisme qui traduise les trucs ou il y aura un truc en français, tu vois. Mais du coup, les médecins deviennent libres, ils redeviennent capables de lire des articles, se former eux-mêmes, parce que c'est l'essence de la médecine, tu vois. Hippocrate, il a pas dit j'attendrai qu'on me donne les recos et je mettrai les recos. Et moi, j'ai des médecins qui disent ah là là, on attend avec impatience les recos pour le trouble bipolaire. Mais t'imagines, tu vas chez ton garagiste, voilà, et vos pneus, j'attends les recos pour savoir comment les changer. En attendant, je vais faire un peu au pif. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Donc, les médecins redeviennent médecins, on peut dégager la HAS parce que du coup ils servent à rien. Les médecins sont formés, ils sont courants, ils lisent les données, ils servent plus à rien. Ou tu diminues par 2 parce que si tu dis ça, je les entends convulser dans le coin là, ou par 3. Enfin voilà. Et les patients sont contents parce qu'ils sont à jour. Voilà, les médecins sont à jour. Donc c'est vraiment simple. Donc faut aller sur change.org. Je mettrai le lien. Faut juste cliquer. Franchement, faut juste cliquer. Tu mets un clic. Moi, c'est important pour moi parce que si je me rends compte que les gens ne cliquent pas. En fait, soit c'est que ça m'inquiète plus qu'eux, parce que tu vois, ouais, non, c'est pas grave, au pire, ils sont pas formés, tu vois, bon, pourquoi pas. Soit, en fait, c'est pas si important que ça du tout. Soit, ils pensent que ça ne sert à rien, mais dans ce cas-là, on est niqué, parce que, ça va pas se faire dans les urnes, ça. Je pense qu'en France, il y a une confiance un peu trop absolue en les autorités supérieures, et il faudrait peut-être remettre un peu en question cette confiance. Il y en a une qui m'a dit, qui m'a répondu sur LinkedIn, ouais, il faudrait que l'ARS fasse ça. Mais attendez, les gars, l'ARS, ils font ça avec les pharmaciens, c'est l'Omédite. Et je crois qu'on a commenté 2 productions de leur part, déjà sur la chaîne, parce que, c'est minable, quoi. C'est juste minable. Et donc, une fois que les médecins sont formés, les patients peuvent être accompagnés sur comment est-ce que je décide de faire quelque chose ou pas. Et du coup, moi, j'ai eu 2 patientes qui étaient enceintes, là, et qui m'ont dit, qu'est-ce que je fais avec l'antidépresseur? Je ne sais pas quoi faire. Et en fait, la façon de répondre à ça, c'est pas il faut le garder, c'est pas il faut l'arrêter, c'est le médecin est censé vous donner les chiffres. Si vous arrêtez, qu'est-ce qui peut se passer du plus fréquent au moins fréquent? Et les chiffres, si vous le continuez, qu'est-ce qui peut se passer du plus fréquent au moins fréquent? Et c'est comme ça. Et après, les patients décident. Et c'est comme ça que ça se passe. Nous, on est... Je sais pas si je l'avais raconté sur la chaîne YouTube, là. On a un gamin qui avait une maladie cardiaque, malformation, le tout-puissant a mis les tuyaux dans le mauvais sens. Alors, il a branché l'aorte du mauvais côté. Bon, c'est pas très grave, mais ça peut pas marcher à la naissance. Et du coup, on a eu une consultation d'annonce où il y a un cardio qui nous a dit, voilà comment ça va se passer. Et moi, je lui demande, c'est quoi les effets, c'est quoi qui risque de se passer avec l'opération ou soit l'opération en elle-même, soit les séquelles de l'opération, tu vois. Et on n'était pas en mode, tu sais, les médecins, ouais, on est médecin, on connaît, fais voir, enfin, tu vois, on demandait, quoi. Et le médecin, il nous avait dit, il n'y a pas de problème. Ouais. Du coup, j'étais là, c'est une chirurgie à cœur ouvert avec une circulation extracorporelle, donc le sang ne pompe plus, c'est pompé par une machine sur un nouveau-né qui a 2 jours ou 3, tu vois. Donc tu me dis pas, ça se passe très bien. Tu me dis, j'ai pas envie de te le dire, je vais pas te stresser, tu fais ce que tu veux. Ça se passe très bien. Et du coup, j'ai dû insister. Je fais, mais attendez, moi, j'ai des études qui sont pourries. Elles étaient pourries, mes études. Hein. Mais j'ai des études qui me disent qu'il y a 30% de problèmes, toutes problématiques confondues sur le long terme. Et là, la médecin m'a dit, moi, c'est pas 30, c'est 5. C'est 5%. Et je demande pourquoi. Et bon, j'ai pas eu de réponse. Et après, je dis, mais du coup, les 5%, c'est quoi? Et on n'a finalement pas eu de réponse. Non. On a eu la réponse, oui, mais monsieur Sikorov, 5% de chances que ça se passe pas bien, c'est aussi 95% de chances que ça se passe bien. C'est ça. Donc, faut voir les choses comme ça. Bon, tu me croiras pas. Ça s'est pas très bien passé. Non. Il a fait 3 semaines intubé, ventilé. Il a fait une entérocolite. On est arrivé en réa, et le réa, c'était un médecin, et on lui a dit, qu'est-ce qui se passe? La vie de ma mère, ça a pris 2 minutes. Écoutez, les paramètres inflammatoires sont en train de monter. Faut qu'on voit s'il tient ou pas.
il y a 30% de chances de décès. Oui, ça c'est quand il a fait l'entérocolite. Ouais, quand il a fait 30% de chances de décès. Et moi, donc là, on fait les malins, mais quand c'est ça, t'as ta femme qui a accouché, elle est fracassée du crâne. Toi, t'es là, tu t'essayes de participer un peu, mais bon, tu fais pas grand-chose, tu vois, t'as pas créé de lien avec le gamin, tu vois. Lui, c'est limite le parasite qui t'a vu ta femme stressée, fatiguée, machin, enfin, mais bon, il est sorti, il est trop sous. Et le médecin, il dit comme ça, il y a 30% de chance de décès. Et du coup, moi, ma question, parce que je suis un peu belliqueux, c'était, comment ça se fait? Enfin, moi, je comprends pas, excusez-moi, mais avant l'opération, le mec, il est là et il nous dit, ouais, ça se passe très bien. Et puis, en fait, on arrive ici et ça. Ouais. Et vous nous dites, il y a 30% de chance de décès. Et le gars nous dit, bah ouais, les parents sont pas au courant. Donc, c'est à nous de mettre les gens au courant. Donc, ils découvrent un peu comme ça. Juste avant l'opération, on va voir le cardio. Oui, parce que le risque d'entérocolite est plus élevé sur ce genre de malformation, et ça, personne ne... Bah oui, parce qu'en fait, le sang circule pas bien, donc dans le tube digestif, ça circule pas bien, donc ça fait des ischémies au niveau du côlon, et du coup, ça peut pulluler de bactéries. Enfin, tu vois, c'est tout con, moi. Je t'ai expliqué ça m'a pris 15 secondes. Et en fait, c'était non-stop. On arrive juste avant la chire, et le chir, il nous dit, bon, écoutez, voilà, on opère. C'est plutôt pas assez terrible, son truc, là. Donc, peut-être qu'il y aura un risque qu'il ait un pacemaker à vie, mais bon, on vous a prévenu. Et toi, t'es là, tu fais, bah non. Tiens, je vois, t'es prévenu, non. Donc là, je rigole, mais en fait, moi, je voulais porter plainte. Je voulais porter plainte, et aux États-Unis, ça ne serait jamais arrivé, parce qu'aux États-Unis, on fait chier tout le monde, et du coup, tu signes des papiers longs comme le cul, mais il y a moins ce genre de truc, tu vois, il y a moins ce genre de surprise comme ça. Son cœur va bien. Le cœur va bien, le bébé va bien, et en fait, ça s'est terminé par, on apprend par courrier qu'en fait, il a plus de thymus. Donc, si tu veux. Bon, en tout cas, c'est écrit thymectomie. Donc, c'est écrit thymectomie, ou total, on ne sait pas. On sait pas trop, mais tu vois, on a découvert ça sur un courrier, mais par hasard, tu vois, ma femme, elle a découvert les promotions aux Galeries Lafayette, et puis juste à côté, plus de thymus. Enfin, tu vois, c'est pareil. C'est bien de préciser ça, je pense. Et du coup, à partir du moment où les médecins ne sont pas obligés de se former, sur des questions telles que, à quoi ça sert de prendre un antidep, tu sais même pas comment répondre aux gens, tu vois. Genre sur les statines, si moi je te dis, est-ce que je prends des statines ou pas, en fait, les gens, ils savent même pas pourquoi, en moyenne. Ils savent même pas pourquoi, alors qu'il faut juste donner les chiffres, tu vois. On les a, les chiffres, hein. Vu votre bilan lipidique, vu que vous fumez, vu que vous êtes une femme, vu que vous machin, la statine permet de diminuer vos chances de X% d'avoir un infarctus, de X% d'avoir un AVC, et du coup, comme ça, tu choisis, quoi. Donc, c'est vrai qu'à mon avis, je pense que c'est indispensable qu'on soit comme ça. Et du coup, pour les femmes qui se posent la question, est-ce que je garde ou pas le truc ? Est-ce que je garde le traitement ou pas ? En fait, c'est les patients qui choisissent. Et le médecin n'est là que pour informer des risques. Et pour informer des risques, faut connaître les études, faut savoir les interpréter, faut savoir les adapter aux patients. Et en fait, c'est des stats, tu vois. Et là, le médecin file les stats. Et après, les patients choisissent. Il y a des patients qui disent « Ouais, ça me stresse, c'est vous qui choisissez. » Mais ça se passe dans ce sens-là. Et donc, effectivement, si les médecins ne sont pas formés, les médecins ne peuvent pas bosser. Donc moi, je parle pour la psy. Je ne sais pas comment c'est ailleurs. Visiblement, en cardio, c'est pas encore tout à fait dans les mœurs. C'est moins pire qu'en psy. Hein. C'est probablement moins pire, mais tu vois, c'est pas encore tout à fait très branché comme ça non plus. Mais donc voilà, donc la prochaine fois que vous allez chez le psychiatre, honnêtement, la façon de parler au psychiatre, c'est quoi ? Mais tu vois, tu regardes ton psychiatre, tu lui dis, ok, c'est quoi les 5 effets secondaires les plus fréquents avec ce traitement ? Si le mec sait pas, t'as un méga souci. Ouais. Et ça, c'est aussi parce qu'on a plein de patients qui veulent qu'on décide entièrement pour eux. C'est un petit peu. Moi, je suis pas fan, mais bref. Il y a aussi des relents de paternalisme de la médecine en France où clairement le médecin prend la décision de est-ce que les effets secondaires sont acceptables, est-ce que le traitement est acceptable, est-ce que la maladie est acceptable. Donc, c'est le médecin qui prend la décision la plupart du temps. Et c'est vrai qu'il faut que ça change, moi je pense, surtout sur les maladies chroniques, comme en psychiatrie. Alors pas pour les états de décompensation aiguë. Ouais, pour les cas graves ou les cas délire complet, ok, hein, mais sur une maladie chronique comme le trouble bipolaire, typiquement, le patient est censé pouvoir prendre ses décisions aussi et est apte souvent à répondre à ce genre de questions. Il ne faut pas oublier ça et je trouve qu'on a un peu trop de relents de paternalisme en France, que ce soit sur ça ou sur d'autres sujets. Je pense aux médicaments interdits aux femmes notamment. Oui, non, ça. Mais ça, pour moi, tu vois, c'est un truc qui ne peut
qui est aussi entretenu par le fait que les médecins lisent plus les études, les médecins n'ont plus les données, et du coup... Mais ils prennent quand même la décision. Et ils prennent la décision, mais à partir du moment où toi, tu as les données, si tu veux, ne serait-ce que parce que les données sont pas forcément si massives que ça, parfois c'est pas si clair, tu vois, ça marche, oui, mais ça marche à quel point? Ah bah attendez, je sais pas, tu vois, ça te pousse un petit peu aussi, quoi. Et du coup, et j'en termine là, ça permet aussi peut-être de récupérer, ce que les gens récupèrent confiance avec les médecins, parce que là, tout le monde est en train de triper. Waouh, ils ont élu Trump. Et puis Trump choisit un pote à lui qui est Kennedy Jr. Comment il s'appelle? Je sais plus. JFK, John Fitzgerald Kennedy Jr. Je crois pas qu'il s'appelle comme ça. Je crois que c'est ça. Et le gars qui va diriger la santé, et ben c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Honnêtement, il a dit, ouais, mais l'autisme, c'est causé par les vaccins. C'est Robert Francis Kennedy Jr. Ah oui, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et en fait, je pense que c'est pas clair. Il y a des gens pour lesquels c'est pas très clair. Trump, c'est une cata, mais Trump n'existe que parce que les politiciens là-bas ont merdé de ouf. Je dirais, ils ont merdé de ouf. Et le type qui va gérer la partie santé, qui dit qu'il va massacrer tout ce qui est FDA, CDC, etc. Il va taper dans toutes les autorités sanitaires. Mais en fait, il est là, il a été créé par des experts qui ont raconté parfois des trucs bien et parfois n'importe quoi. Et je pense que si les gens avaient dit, aux États-Unis notamment, ben écoutez, je sais pas ce qu'il faut faire, mais on va essayer de le faire comme ça, et voici pourquoi, il y aurait beaucoup moins de défiance et tu pourrais t'en sortir beaucoup mieux. Parce que là, à part dire aux gens, ouais, vous êtes anti-vax, vous êtes machin, à part les insulter, puis les autres, ils disent, ouais, vous êtes covidiste, en fait, tu t'en sors plus, alors qu'il n'y a pas de données, il n'y a rien du tout, quoi. Donc je pense que c'est bien qu'on essaie de réintroduire ça en France, où les gens décident et ils ont des raisonnements scientifiques pour justifier de ça, qui ne se limitent pas à les experts ont dit, parce que ça, honnêtement, ça fait péter un plomb, et les experts en psychiatrie ne disent souvent pas gros-sens, et quand ils disent des trucs, ils disent quelque chose qui relève de l'étudiant en médecine. Les recos HAS pour le TDAH, c'est soit du blabla, soit du niveau étudiant en médecine pour le CN ou interne de premier semestre, si tu veux, mais c'est tout, quoi. Il y a des recos pour le trouble borderline, faites par les États-Unis, donc tu vois, il n'y a pas qu'en France, hein. Ils mettent, il est important de demander au patient et de l'impliquer dans la prise en charge pour savoir ce qu'il veut. Recommandation de grade de quelque chose, parce qu'il n'y a pas beaucoup de preuves qu'il faut faire ça. Mais t'as vu la gueule des recos, franchement? T'as suivi un peu? C'est juste minable, quoi. Donc voilà, à mon avis, il faut que ça se fasse. Donc, n'hésitez pas à signer sur change.org, je mettrai le lien. Et puis voilà, t'as des trucs à dire? Non. Allez, bon week-end.